Il va y avoir un mercato parce que de toute façon, le mercato est lié à une notion de contrat des joueurs. Donc, que l'on finisse la saison ou pas, 2019-2020, il y aura de toute façon d'autres saisons à jouer. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si on la termine ou pas, si on la termine à huis clos ou pas à huis clos. C'est ça que l'on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on va continuer à jouer au football d'une manière ou d'une autre. Donc, les joueurs qui aujourd'hui sont en fin de contrat, il va bien falloir qu'ils aillent ailleurs. Ou qu'ils re-signent des contrats. Et puis il y a des joueurs sous contrat qui veulent changer d'air. Donc ça, oui, il y aura un mercato. Le problème, c'est de savoir maintenant la durée du mercato et les montants liés au mercato. Alors la durée, l'UEFA semble vouloir terminer ses compétitions, les compétitions nationales pour fin juillet, début août, pour le 3 août, et avoir le mois d'août dédié à la Coupe d'Europe. Si c'est le cas, alors ça veut dire que la saison d'après commencera en septembre, et comme il y a l'Euro 2021 qui sera en mai, les compétitions européennes, la Champions League va certainement glisser un petit peu vers fin septembre, et il faudra que les transferts soient finis à ce moment-là. On ne peut pas imaginer une phase de poule de Champions League avec des joueurs qui commencent dans un club et qui terminent dans l'autre. Je ne vois pas comment on pourra avoir un mercato aussi long que dans les années précédentes. Je pense que le mercato, comme le disait justement Vincent, sera beaucoup plus court. Justement parce que la saison va être décalée, qu'il va falloir terminer la Champions League et que l'UEFA y tient absolument pour des questions de droits télévisés. Moi, je pense qu'en termes de volume, effectivement, ça va baisser. D'abord parce que les clubs vont avoir 2 mois finalement sans activité avec des droits qui sont suspendus. Donc, il y aura moins d'argent à investir. Il faudra sécuriser l'avenir. Donc déjà, il y aura moins de fonds disponibles. Après, les joueurs auront peut-être aussi envie de sécuriser leur contrat. Donc peut-être que certains joueurs qui hésitaient à se mettre sur le marché vont y réfléchir. Et puis, il y aura peut-être des clubs qui seront très fragilisés. En France, le poids du mercato, en gros le poids de ce qu'on appelle le trading joueur, la vente de joueurs, représente plus de 20% en moyenne d'un budget. Donc le football français, cette fameuse Farmer League, est clairement dépendante de ça. Les clubs vont avoir besoin de vendre. Le souci, c'est que pour vendre, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Et nous, on comptait beaucoup sur le marché anglais. Or, le marché anglais a à subir le Brexit, les mêmes problèmes que nous pour le sport. Et aujourd'hui, il n'est pas dit que la Championship ou la Premier League investissent autant sur les joueurs qu'on avait l'habitude de leur vendre. La volonté des dirigeants, c'est de reprendre. Alors, si on reprend, ça va passer par une discussion entre les employeurs, les clubs, et les employés et leurs représentants, c'est-à-dire les agents, les joueurs, pour accepter de prolonger contre rémunération, bien évidemment, les contrats jusqu'à la fin de la saison. Et on va juste voyager dans le temps de quelques mois, mais ça ne sera pas nécessairement grave. Ça n'empêchera pas des transferts si tel ou tel joueur avait prévu de finir la saison dans un club A pour commencer la saison dans un club B. Il y a de fortes chances que de toute façon, les saisons d'un pays à l'autre recommencent à peu près pareil en même temps. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va les finir dans tel ou tel pays. En tout cas, la cible de l'UEFA, c'est que tout le monde reparte à peu près en même temps. Le principe des avenants au contrat, il faut forcément aménager les contrats si on doit passer le 30 juin, et ça a l'air d'être la tendance. La date du 15 juin qui a été avancée pour la réouverture des restaurants, des bars, aujourd'hui, elle commence à faire son chemin, mais c'est comme tout. Le président de la République disait que le déconfinement le 11 mai, c'était un objectif. C'est une date qui marque les esprits, mais aujourd'hui, on est véritablement face à une affaire politique. Il faudra d'abord que tout le monde s'entende. C'est pour ça que chacun fait des déclarations les unes à la suite des autres pour marquer son territoire. Et puis après, on va négocier. Bien souvent, on regrette que certains joueurs qui ont un vrai talent partent trop tôt. Ça sera peut-être aussi l'occasion de garder un peu plus longtemps, avoir un peu plus de stabilité dans les effectifs. Et on sait que c'est un des facteurs clés de succès du sport. C'est-à-dire dans un sport collectif, si on a un effectif avec du talent, bien évidemment, parce que si on n'a pas de talent, on a un problème. Mais si on a du talent et qu'on garde un groupe, une stabilité du groupe pendant un certain temps, on peut aller vers des performances supérieures. Et donc, c'est peut-être l'effet bénéfique de la chose, c'est qu'on aura peut-être sportivement, en dehors des problèmes de huis clos et d'ambiance,
mais on aura peut-être des matchs plus intéressants à voir. Pour parler du Paris Saint-Germain et d'un cas en particulier, celui de Thiago Silva, dont on avait annoncé, nous, chez ParisUnited.fr, l'arrêt de sa carrière au Paris Saint-Germain au 30 juin, c'était bien avant la crise du Covid. C'était acté qu'il ne devait pas prolonger. C'est un joueur qui a 35 ans, qui est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, mais qui a un énorme salaire. Et par exemple, Thiago Silva, lui, dans les premières négociations qu'il y a eu, il exigeait 2 ans de contrat supplémentaire. Il était hors de question pour Leonardo de lui donner 2 ans de contrat. Et en plus, il fallait qu'il baisse sensiblement son salaire. Et aujourd'hui, on apprend, j'ai eu ouï dire que la situation pourrait changer parce que économiquement, ça serait compliqué pour le PSG de faire un gros mercato cet été. Et peut-être prolonger 1 ou 2 joueurs qui étaient censés partir cet été. Il y aura peut-être, alors ça concerne Thiago Silva, mais ça peut aussi concerner Edinson Cavani. Donc là, ça serait carrément un retournement de situation. Sur Newcastle, on est sur, sauf erreur, des négociations exclusives avec l'Arabie Saoudite pour une transaction qui se ferait autour des 300 millions de livres. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, en période de crise, le business, d'une façon générale, continue. Et pour ceux qui ont de l'argent, il y a toujours de bonnes opérations à faire. Donc ça, c'est une anecdote au passage, c'est un détail, mais ça peut vouloir dire beaucoup pour certains. En tout cas, quand on a beaucoup d'argent, les périodes de crise sont des périodes où on peut faire de belles opérations. Acheter un club comme Leeds, qui est un club de l'histoire du football anglais, qui a des titres, qui a un très beau stade, d'un point de vue météo, c'est le nord de l'Angleterre, donc c'est pas les belles plages, mais en tout cas, c'est pas n'importe quel club. Il y a une histoire avec ce club-là. Ça peut être intéressant, et c'est clair que si on compare les 300 millions de livres au montant que Dubaï et le Cheikh Mansour a dû débourser pour avoir Manchester City, ou la famille Glazer par rapport à Manchester United, c'est clair que c'est une bonne opération parce que le potentiel est là, le potentiel public est là, le stade est là, l'histoire est là, et ça peut être rapidement un club, un grand d'Europe. Alors, ce qui va être drôle, c'est de voir ce que Qatar Sports Investment, QSI, va faire justement à Leeds. S'ils rachètent effectivement le club de Leeds et que Leeds monte en première ligue, dès la saison prochaine, on peut avoir des derbys du golf expatriés en Angleterre avec des matchs qui vont sentir la poudre à tout point de vue. La crise du golf, clairement, s'exporterait finalement dans un championnat anglais. Et c'est D'ailleurs, le propriétaire actuel de Leeds est un très bon ami de Nasser Al-Khelaifi, c'est monsieur Redrat Zani. J'espère que je l'ai bien prononcé. Mais ils se connaissent depuis très longtemps, donc c'est aussi ça qui a facilité les pourparlers. Voilà, je te laisse finir, Jean-Baptiste, pardon. Donc, non, mais Leeds, c'est vraiment une bonne opportunité. Ça montre aussi déjà la présence du Qatar en Angleterre. On a tendance à l'oublier. La France n'est pas le premier pays d'investissement du Qatar, c'est le 3e. L'Allemagne et l'Angleterre sont devant. Donc ça confirmerait cette tendance de la présence qatarienne en Angleterre, mais surtout ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du rachat par le fonds souverain saoudien de l'équipe de Newcastle, on commence à voir monter d'abord un fonds. Moi j'attendais clairement que ça arrive, parce que là on a vu hier des ONG prendre position pour expliquer qu'il était hors de question qu'un club de foot anglais serve les intérêts d'un pays qui menait une guerre, en l'occurrence au Yémen, et avait une attitude vis-à-vis des journalistes, je pense à l'assassinat du journaliste Khashoggi, qui est insupportable. Et donc on commence à avoir une pression de la société civile, et à ça s'ajoute la pression de beIN Sport. beIN Sport, donc, qui est clairement l'émanation d'Al Jazeera et qui dépend directement du pouvoir qatarien, est monté au créneau en expliquant que toute vente du club à un fonds souverain saoudien poserait la question de la valorisation de la première ligue. Alors, en langage non diplomatique, ça veut dire la chose suivante. C'est les gars, si vous continuez comme ça, nous, beIN Sport, qui sommes un des acteurs majeurs de la vente de droits à l'étranger, nous risquons de ne pas vouloir s'aligner sur les prix que vous demandez. Et donc, pour la vente des droits étrangers, vous risquez d'avoir un sérieux problème. Le point évoqué par Jean-Baptiste est le point crucial, je pense, pour lequel on n'a pas encore de réponse, mais c'est qui va gouverner. Parce que, effectivement,
si PSG, enfin du moins si QSI devient propriétaire de Leeds, Leeds c'est pas n'importe quel club, c'est un club aussi qui est historique du football anglais et qui a un réel potentiel à un moment donné, public et donc économique, de retrouver les Coupes d'Europe. Potentiellement. Ils n'y sont pas aujourd'hui, mais Leeds en Coupe d'Europe, ça a déjà été le cas. Hein. Au début des années 2000, je crois, Leeds était demi-finaliste de Champions League. Donc c'est loin d'être un club lambda anglais. La différence entre cette approche-là et l'approche de City Group, c'est que City, c'est un contournement, pour moi, hein, c'est un contournement des règles UEFA qui fait qu'ils ont un club par confédération. Or, l'UEFA interdit la multipropriété par un acteur de plusieurs clubs. Ça a été le cas du temps du PSG de Canal+. Canal+ avait aussi le Servette de Genève. Et tant que les deux clubs n'étaient pas dans la même compétition, ça posait pas de problème. On a un autre exemple, c'est celui de Red Bull qui a Salzbourg, mais Leipzig, qui n'est pas majoritaire à Leipzig. Donc, même si ce n'est qu'un habillage, parce que la réalité des choses, c'est qu'ils tirent les ficelles des deux côtés. Mais ils ne sont pas officiellement propriétaires de Leipzig, ils n'ont pas la majorité. Et donc, du coup, ils peuvent jouer des deux. Donc, on voit que ça peut être des voies de contournement. La question qui sera dans le cas de Leeds, c'est de savoir quelle stratégie pour QSI. Est-ce qu'ils voudront faire de Leeds un club qui irait en Champions League, et auquel cas, dans les règles actuelles de l'UEFA, il y a conflit. Pas le problème pour QSI d'avoir deux clubs. Au pire, ils monteront une structure qui leur permettra de ne pas être directement lié à... Ouais. Voilà, comme l'a fait Red Bull. Ça, là-dessus, je pense que c'est pas un problème. Et puis surtout, je vois pas l'intérêt de sortir du PSG. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'ils ont construit, la valorisation du club aujourd'hui qui vaut plus d'1 milliard, l'effet Paris, c'est-à-dire que on a vu là le dernier rapport Iki qui est sorti et le PSG se retrouve à être le 7e club en Europe, donc à l'échelle mondiale ça en fait le 7e club de foot concrètement en termes de visibilité. Il faudra beaucoup plus de temps à Leeds pour arriver au même niveau, et Leeds n'a pas le même retentissement, c'est-à-dire que moi je vois plutôt Leeds comme un complément de la puissance sportive qatarienne via le football, avec un assez bon relais, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des synergies entre les deux clubs, ou pas d'ailleurs, mais moi je vois plutôt ça. Je les vois pas se désengager du PSG parce qu'ils ont fait trop, ils ont gagné beaucoup, et surtout ça poserait un énorme problème politique. Je ne vois pas comment le PSG, comment le club de QSI en France, donc le PSG, ne peut pas être tous les ans dans les 3 premiers et donc tous les ans en Champions League. Alors que il faudrait des moyens colossaux pour avoir la même récurrence en Champions League en Angleterre. Parce que Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, si on rajoute Newcastle, et donc... tu oublies Leicester qui fait des bons parcours ces dernières années. Tout à fait, mais rien que dans les très puissants économiquement, ça ferait 8 pour 4 places. Au mieux. Donc, ça veut dire que là, ça serait très, très, très compliqué. Donc, voilà. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il pourrait très bien faire de Leeds un candidat tous les ans à l'Europa League, que eux, aujourd'hui, n'ont pas. Donc, ça pourrait être une approche complémentaire. Et après, tout dépendra, comme tu l'as dit, tout dépendra aussi de l'investissement que va faire QSI si la vente est actée. Quelle stratégie vont-ils adopter pour le club de Leeds ? Est-ce que c'est la même stratégie que le PSG, c'est-à-dire acheter de gros joueurs, ou peut-être que des joueurs prometteurs, ou faire des prêts ? Il y a une rumeur il n'y a pas longtemps concernant Kouassi et Aouchiche. Bon, j'y croyais pas trop, mais il était possible de les signer au PSG et ensuite de les prêter à Leeds. Ça serait une bonne idée, hein, même si j'y crois pas beaucoup. Mais on pourrait avoir cette stratégie-là. C'est le schéma des Red Bull. Un joueur de talent commence à Salzbourg, et après, Haaland devait aller à Leipzig. C'est une question de 6 mois normalement. Lui a été pressé par le temps, mais normalement son plan de carrière c'était de passer par Leipzig. Donc on peut très bien imaginer demain que ce soit ce schéma-là.